Le 3 juin 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La 1002e nuit, texte intégral. On a tout dit sur le Rex. On a rapporté le mot de M. Jacques Haïk, commentant l'inexplicable minaret du boulevard Poissonnière. C'est que moi, voyez-vous, je suis de Tunis. On s'est demandé si ce même M. Jacques Haïk n'avait pas été, dans sa grande innocence, victime d'une conjuration humoristique de ses architectes et de ses décorateurs, lesquels, au désespoir de faire admettre un projet décent, auraient donné libre cours à un génie pervers et monstrueux du mauvais goût. On a un peu moins parlé des communs de ce palace, sauf dans les placards pro-domo qui pleuvaient au temps de l'inauguration. On sait quelle concurrence acharnée se sont livrés sur ce point tant de marchands de pellicules qui ont découvert les bienfaits de la chasse d'eau en même temps que le cinéma sonore. Bien entendu, une salle de spectacle peut, sans se déshonorer, offrir à ses usagers d'autres commodités que la halte station d'un chemin de fer départemental. Mais ne nous a-t-on pas vanté à l'égal des mérites du chef d'orchestre et du directeur artistique la perfection d'une plomberie et la magnificence d'un escalier de service? Regrettons la crise. Sans elle, nous eussions certainement vu avant peu, en uniforme de feld-maréchaux, grande tenue, aigrette, aiguillette, gants à crispin, au son de la marche de parade d'amour, des balayeurs serrer leurs armes dans un placard de lapis lazuli. Toutefois, ce que nous offre le Rex est déjà séduisant. Quelle admirable retraite! Quel idéal sinécure pour un philosophe, combien préférable à la conservation de quelques archives locteuses ou du musée de Vanne-en-Bresse que la garde des lavabos due à la prodigalité de M. Jacques Haïk. Nous concevons mal que la place ne soit l'objet d'une furieuse compétition chez les sages, avides de loisirs et revenus de toute vanité. Comme au temps des cyniques grecs, l'obole dans la soucoupe blanche figurerait l'hommage du peuple à la sérénité et la sagesse. À la place de l'inconfortable tonneau, une thébaïde de silence feutré et frais, la profondeur des tapis et des divans, magnifiquement inutiles, du corridor. Enfin, les grands esprits recevraient une demeure digne de leur vertu que pourraient leur envier ministres et vedettes. Les robinets d'eau chaude, néanmoins, ne fonctionnent pas. On ne doute point que ce détail fournirait à de vrais sages quelques souriantes maximes sur cet art de tout un commerce, non moins habile dans le tape à l'œil que dans les petites économies. Mais de plus hautes réflexions solliciteraient le vénérable préposé qui, ces 8 heures de labeur démocratiquement accomplies, ne manquerait point de s'enquérir à l'étage supérieur du prétexte mouvant et sonore de la rémunération de tous ces fastes, de l'appât surdressé dans ce temple pour la réjouissance des foules. Notre ermite serait bien servi. Après les 3 mousquetaires, Milady, après Milady, la 1002e nuit. Une logique imperturbable dans l'insanité préside à ce dernier spectacle. D'autres salles vont l'accueillir, mais où serait-il mieux que dans le Rex, palais de Scheherazade, tel que peut le rêver un levantin revendeur de papier d'Arménie? L'esthétique, si l'on peut dire, du Rex trouve son prolongement dans cette vitrine où des découpages de carton coloriés à la façon de l'ancien supplément illustré du Petit Journal résument pour le passant les principales scènes du film. La 1002e nuit est le fruit d'un pacte de fabricants franco-russes, russes surtout. Notre part de sottise est assez grosse pour que nous n'allions pas revendiquer celle d'autrui. M. Ermoliev, M. Volkov, M. Sebelev ont ici les plus importantes responsabilités. Ce sont de grands artistes, les Russes, et les premiers metteurs en scène, les premiers décorateurs du monde. Mais quand ils se prennent à travailler dans le poncif, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Quel dommage que ce soit presque uniquement ceux-là que nous ayons accueillis dans notre cinéma. Rien n'interdirait que le conte oriental de la 1002e nuit, malgré son extrême puérilité,
évoqua sur l'écran les ballets, les opéras si délicieusement bariolés des meilleures troupes slaves que l'on a connues à Paris. Mais au lieu du prince Igor, habillé par Balanchine, c'est Lakmé, dans un opéra comique enrichi par une demi-douzaine de Franz Lehár, mais conservant dans cette nouvelle opulence sa traditionnelle sordidité de goût. On nous assure que l'homme moderne se détourne de l'art lyrique éculé au profit du jeune cinéma, multiforme, vivant, vrai, humain, etc. Nous n'y comprenons quant à nous pas grand-chose. Le Congrès s'amuse, 14 juillet, Scarface, L'Évadé, sont des exceptions toujours aussi rares dans la masse des 7 ou 800 films annuels. Le cinéma ne remplace pas, ne bouscule pas le vieux répertoire musical. Il lui vole ses plus vieilles défroques. Il vit d'opérettes délabrées que le contraste avec le modernisme inhérent à l'outil et aux derniers procédés photographiques rend encore plus calamiteuse. Si le public de 1933 tolère plus volontiers le cinéma que les représentations lyriques, il n'est en somme guère à son honneur, et tout simplement parce qu'un film se consomme à toute heure, et que la musique la plus ridicule, la mascotte ou l'air des clochettes de Delibes, exige encore un modeste effort d'attention que fuit justement le citoyen affalé dans l'ombre et dans un bon fauteuil. Le cinéma a vraiment perdu le droit de rire de l'Acmé, tel qu'on la représente dans un chef-lieu de canton ou Salfavard, ce qui revient au même. Le seul avantage que conserve La Mille et Deuxième Nuit, c'est un personnel féminin un peu moins avachi. Encore ne faudrait-il pas y regarder de trop près, et c'est ce que l'on s'empresse de faire en nous détaillant à la loupe Madame Tania Fedor, conviton plus lourde et mobile. Aucune scène lyrique qui se respecte, il en est encore quelques-unes en France, n'oserait affubler ces derniers choristes de ces accoutrements bâtards, engager un ténorino aussi platement doucereux que le pêcheur à qui les marchands d'esclaves ont ravi sa fiancée. Le cinéma, dans Le Million de René Clair, enterrait avec une délicieuse, une juvénile gaminerie les momies de l'ancien théâtre. Elles reprennent leur place 2 ans plus tard et point du tout en manière de plaisanterie. L'arsenal de l'antique opéra de Meyerbeer est reconstitué en plâtre, toile, peinture lurée et descente de lit de la place Clichy. Voici la cavalcade du premier acte. Le héros psalmodiant face au trou du souffleur, les édits du sultan. Le cœur des proscrits gémit en mesure dans une caverne de papier goudronné. Les aimés se déhanchent pour apaiser le courroux du sultan, et c'est ainsi durant 3 kilomètres de pellicule. La production prétendue française se mesure victorieusement avec les Américains du signe de la croix. La sultane cligne de l'œil gauche, claque de la langue et des doigts, et cela signifie « Je délivrerai sous le nez de mon mari le héros que j'aime, le prince exilé, magnanime et condamné à mort. » Le sultan, tyrannique, barbe de Méphisto assyrien, coiffé d'une espèce de casquette de jockey, fronce les sourcils en arc de cercle, tâte son cimeterre et dirige vers le sol un poing menaçant. Cela veut dire « Oh là, il y a du cocuage dans l'air, mais on m'en rendra raison, par Mahomet. » On voit encore d'infortunés paysages de la Côte d'Azur, prolongés par des toiles de fond que l'on renonce à décrire. Les figurants ont l'aisance et la vérité des 5 hidalgos de martiale allure qui font la foule au dernier acte de Carmen dans les représentations de la place Boieldieu. Si la conviction leur manque dans les scènes de massacre et de bâtonnade, c'est qu'il est par trop visible que leurs matraques sont des chaussettes bourrées de vieux journaux. Et le travail du plateau est si bien réglé que l'on voit le redresseur de tort dans un duel sans merci au cimetière tourner carrément la tête à son rival pour savoir s'il est bien dans le champ. Cependant que de haut-parleurs dégorge sans répit une espèce de fange sonore que l'on nous a donné pour une partition musicale, signée sans vergogne par M. Sebeleff. Faut-il s'en prendre aux interprètes? Nous n'en voulons qu'à Madame Tania Fedor, qui a toujours été insupportable, qui ne saura jamais s'asseoir ou remuer le petit doigt convenablement, et qui est au surcroît très pénétrée de son rôle. Parmi les autres comédiens, il en est de fort sympathiques, Pierre Labrie par exemple, Gaston Modot, qui ne pouvait absolument rien contre le ridicule du livret,
Et l'on regrette une fois de plus qu'un superbe gaillard comme Mosjoukine doive jouer à vie les imitations de Robert le Diable. Ils font leur métier, quel triste métier, c'est bien ce qu'ils paraissent tous se dire sous leurs oripeaux. Aussi ne rit-on pas longtemps pendant cette 1002e nuit. D'ailleurs, cela devient grave. C'est assez des Trois Mousquetaires pour une saison. Tous les mois, le cinéma européen fait un pas de plus en arrière. Les crédits financiers sont perpétuellement accordés aux mêmes tâcherons qui ont 100 fois en 20 ans fait la preuve de leur ignorance. Nos portes sont grandes ouvertes aux plus indésirables émigrés, colporteurs d'une bêtise cosmopolite, décidant quels sont les désirs et les goûts du public français, pratiquant la palabre, le marchandage, les roueries de bazar orientaux, toujours au profit de la camelote la plus grossière. Les sots, les incapables, les ratés, qui ont encombré notre cinéma dès la première heure, sont toujours en place, étouffant de leur poids la moindre initiative, chaque nouveau venu qui menace de ne pas suivre l'ornière. Cependant, l'Amérique, qui a su un peu mieux filtrer ses immigrants, renouveler ses cadres et faire la part des talents solides dans son énorme production, retrouve chez nous sa suprématie. Que lui oppose-t-on ? Des décrets de contingentement filandreux et très parlementairement inapplicables, ou bien la mise en chantier de la robe rouge, d'après Feu Brieux, du maître de forge, mais oui, ce n'est pas une plaisanterie, de la tête de veau, j'ai perdu la patronne, le coq du régiment. Dernier projet du cinéma que fabriquent à Paris ou à Nice les imbéciles venus des quatre coins du monde.